Andrew Mellon, multimillionnaire de Pittsburgh et roi de l'aluminium, estime que pour lutter contre la fraude fiscale, l'État n'a qu'à baisser les impôts. En 1921, il est nommé secrétaire au Trésor, ce qui fait de lui, tel le loup dans la bergerie, le nouveau patron des services fiscaux. Pendant 10 ans, Andrew Mellon va massivement baisser les impôts des plus riches et des grosses entreprises. Une politique qu'il justifie par la Trickle-Down Theory, connue en français comme l'effet de ruissellement. Il faut laisser les riches s'enrichir le plus possible, et leur fortune finira par ruisseler sur toute la société. Les dynasties de businessmen tiennent fermement le sommet de l'échelle sociale. Et considérant que ce qui est bon pour elles est bon pour l'Amérique, se flattent d'en avoir fait le pays le plus riche du monde. Alors, en attendant le ruissellement, les Américains vont au turbin. Le 24 octobre 1929 se produit un krach boursier d'une ampleur sans précédent. Jamais l'Amérique n'avait connu un tel chômage de masse. À tel point que les chômeurs qui ont la chance de retrouver un job acceptent des salaires à la baisse. Obligés de se serrer la ceinture, les Américains consomment de moins en moins. Et les entreprises qui ne peuvent plus écouler leur production sont obligées de supprimer du personnel. Un cercle vicieux que personne ne parvient à percevoir dans sa globalité, tant le fonctionnement général d'une économie industrielle reste à l'époque mystérieux. Certains pensent qu'il suffit de conjurer la crise. Au lieu de se plaindre, les Américains feraient mieux de se retrousser les manches. Il y a plein de travail pour ceux qui veulent travailler. Henry Ford, mars 1931. Quelques semaines plus tard, Ford licencie 75 000 ouvriers. Les élites considèrent les lois du marché comme des forces indomptables et pensent que l'économie finira par se rétablir d'elle-même. Et convaincus que s'occuper de leurs propres intérêts
ne pourra qu'accélérer la reprise. Ils se font offrir de nouvelles réductions d'impôts par Andrew Mellon. This will be the fifth reduction in taxes which the federal government has made within less than 9 years. Mais après 4 ans de dépression, les affaires ne reprennent toujours pas. Les poussées de colère populaire sont comme toujours réprimées par l'armée. Mais les membres de l'élite dirigeante se demandent maintenant si se contenter de baisser les impôts était vraiment la seule option. L'un d'entre eux, diplômé de Harvard et richissime descendant de l'une des plus anciennes familles new-yorkaises, est le gouverneur démocrate de New York, Franklin Roosevelt. Politicien roublard et joueur de poker, il appartient au courant progressiste du Parti démocrate, qui a toujours condamné l'emprise des hyper-riches sur la démocratie américaine. Il est convaincu que le capitalisme est bien le meilleur des systèmes au monde. Mais en critique les abus, déteste les fraudeurs fiscaux et condamne la cupidité irresponsable de sa propre classe sociale. Pas plus que ses contemporains, il ne comprend les ressorts de cette crise. Mais il ne croit pas que l'économie obéisse à des lois surnaturelles. Pour Roosevelt, l'économie est une création humaine. Elle peut donc être maîtrisée. C'est le sens du projet volontariste qu'il propose pour l'élection présidentielle de 1932. « 23 millions d'électeurs en faveur du New Deal. Roosevelt gagne dans 42 États. » New York Times, 13 novembre 1932. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. Yes, the money changers have fled from their high seats in the temple of our civilization. We may now restore that temple to the ancient truth. Tel Jésus chassant les marchands du temple, Roosevelt promet d'assainir les milieux financiers, unanimement détestés depuis le krach boursier. Mais sa priorité est de soigner les souffrances de l'Amérique. This nation is asking for action, and action now. Le succès de Roosevelt dépendra du soutien des industries qui tirent toute l'économie du pays. Le pétrole et la pétrochimie, l'acier, l'électricité et les constructeurs automobiles Ford et General Motors. Mais grand et puissant garçon. Des intérêts privés contrôlés par l'élite industrielle, dont le vieux magnat de l'acier, Charles Schwab, se fait le porte-parole. I believe that all of the important business people of this country are in hearty sympathy and cooperation with the President to bring about better conditions. Les premières mesures du New Deal sont ainsi adoptées dans un parfait consensus. Pour lutter contre le chômage, l'État fédéral embauche massivement et multiplie les grands chantiers publics, comme la Tennessee Valley Authority, une gigantesque entreprise fédérale dont l'activité s'étend sur 8 États le long du bassin du Mississippi.
l'entreprise construit 29 barrages destinés à produire massivement de l'électricité bon marché. Grâce à ce programme public, General Electric et Westinghouse, les plus gros acteurs privés du secteur, relancent leur activité. C'est aussi un programme du New Deal qui finance la construction du pont suspendu le plus long du monde. Le Golden Gate, qui va permettre de désenclaver San Francisco et stimuler le business. Cet ouvrage, long de 2 km, nécessite 75 000 tonnes d'acier et permet aussi de soutenir l'activité des aciéries du New Jersey, du Maryland et de Pennsylvanie. Mais la mesure la plus emblématique de l'état d'esprit du New Deal est la création de l'Administration nationale pour le redressement, la NRA. Avec la NRA, l'État fédéral incite pour la première fois les industriels et leurs employés à conclure des accords salariaux. L'objectif est d'assurer une répartition plus équitable des profits pour permettre à tous les travailleurs de vivre décemment. La NRA n'a rien d'obligatoire. Les employeurs qui acceptent d'y adhérer étiquettent simplement leurs produits d'un aigle bleu pour informer les consommateurs que leur entreprise joue le jeu du New Deal. Ce programme est soutenu par les plus gros employeurs, dont le plus influent de l'industrie américaine, Alfred Sloan, de General Motors. D'origine modeste, cet ingénieur incarne la nouvelle génération des managers qui parviennent à s'élever au sommet de l'échelle sociale grâce à leurs compétences. Lorsque les actionnaires de General Motors font appel à lui en 1923, il trouve une société au bord de la faillite. Composée d'un assemblage décousu de marques automobiles rachetées sans stratégie claire et qui se livrent à une concurrence féroce. Alfred Sloan va attribuer à chacune de ces marques un segment précis de clientèle, selon une gamme de prix qu'il baptise l'échelle du succès. En commençant par une Chevrolet, les jeunes clients peuvent désormais accéder au rêve américain à moindre coût. Au fur et à mesure qu'ils gagnent en pouvoir d'achat, ils le font savoir à leurs voisins en s'offrant une Pontiac. Avant de passer à une Oldsmobile, puis à une Buick. Ils pourront alors rêver de posséder un jour le must du catalogue General Motors, une Cadillac. Grâce à ce marketing visionnaire, les marques de la famille General Motors structurent désormais l'imaginaire du consommateur américain. C'est aussi à Sloan que l'on doit l'instauration des changements annuels de style, une nouveauté permanente qui entretient la convoitise des clients et épuise la concurrence. Voilà comment en seulement 7 ans, Alfred Sloan a hissé General Motors au rang de 2e constructeur automobile du monde, juste derrière Ford. Pressé de retrouver des clients solvables pour reprendre la compétition contre Ford, Alfred Sloan soutient donc Roosevelt et les augmentations de salaire proposées par la NRA. Personalities of the day. John D. Rockefeller enjoying his 94th year with 3 holes of golf for Alfie. He left business and his multi-million-dollar philanthropies to younger hands. Senate investigations were making headlines. It was J.P. Morgan on the grill telling the senators, yes, his banking house had $250 million in the till, and no, he had not paid an income tax in the last 2 years. Morgan Jr., le plus célèbre des banquiers américains, doit pour la première fois se soumettre à une commission d'enquête du Sénat. Les Américains exigent que la lumière soit faite sur le krach boursier de 1929. Et la presse se déchaîne contre les financiers qu'elle surnomme les banksters,
contraction de banquiers et gangsters. Habitués depuis toujours à s'abriter derrière le secret des affaires, les marchands du temple, comme les a qualifiés Roosevelt, sont sidérés d'avoir à rendre des comptes. La commission d'enquête révèle que la masse des petits actionnaires était traitée comme des gogos, payant un prix fort les actions que les plus riches achetaient à des tarifs préférentiels. Des méthodes de prédateurs dont tiraient profit les sommets de l'establishment américain. Tel l'ancien président Calvin Coolidge. Ou l'honorable Owen J. Roberts, juge à la Cour suprême des États-Unis. À la suite de l'enquête, le Congrès met un terme à l'impunité des banquiers en instituant la Securities Exchange Commission. Un gendarme de la bourse, dirigé par l'homme d'affaires et fidèle soutien de Roosevelt, Joseph Kennedy, dont la dynastie commence son ascension dans la upper class américaine. Et les élus du Congrès, sentant monter l'appétit du public, décident de lancer une nouvelle enquête sur les super profits réalisés par l'industrie américaine pendant la Première Guerre mondiale. Une nouvelle investigation que Roosevelt, qui craint de perdre le soutien des industriels, juge particulièrement malvenue. Mais l'entreprise DuPont, le numéro 1 de la pétrochimie, est elle aussi sommée de lever le secret des affaires. Un événement sensationnel. La famille DuPont est en effet l'une des plus puissantes et des plus secrètes d'Amérique. Les DuPont se sont spécialisés dans les 1001 manières de tirer profit de la chimie du pétrole et ont bâti un empire tentaculaire. On leur doit le nylon, invention qui révolutionne l'industrie textile. Et c'est dans de la cellophane DuPont qu'est emballée la nourriture des supermarchés. Toute l'industrie automobile utilise les peintures DuPont, qui rendent les voitures américaines si rutilantes. C'est aussi à DuPont que l'on doit l'ajout de plomb dans l'essence, additif dont le seul véritable objet était d'inventer une nouvelle source de profit. La cellulose DuPont sert à fabriquer la pellicule de cinéma. C'est cette même cellulose qui sert aussi à la fabrication d'explosifs et qui a effectivement permis à la firme d'augmenter ses profits de 400% pendant la guerre. Révélé par la commission d'enquête, ce pactole est entaché du sang des soldats américains, passant désormais pour des salauds, les frères Irénée, Lamotte et Pierre DuPont répliquent qu'au contraire, l'Amérique aurait bien besoin de plus de patriotes comme eux. Et qu'ils ont intégralement réinvesti leurs profits de guerre pour sauver General Motors de la faillite, avant d'en confier le management au talentueux Alfred Sloan, avec le succès que l'on sait. Mais pour les DuPont, le mal est fait. L'image patiemment construite de leur marque est démolie pour des années. Et Morgan Jr., lui aussi accusé d'être un profiteur de guerre, dénonce, fatigué et irrité, une attaque grotesque et dégradante. Comment est-ce possible en Amérique, se désole un industriel, qu'on ose jeter sur nos hommes d'affaires autant de boue et de vitriol? Toute la upper class ressent cette humiliation publique. Et elle en tient Roosevelt pour responsable. Pour une grande partie d'entre eux, il est devenu that man, cet homme-là, un traître dont le nom ne doit même plus être prononcé. C'est le début de la rupture entre l'élite industrielle et Roosevelt, que la NRA, la pierre angulaire du New Deal, va achever de précipiter.
Les négociations salariales recommandées par la NRA sont en effet bloquées dans la plupart des grandes industries. In Minneapolis, the Teamsters strike effectively paralyzes the city, and class war threatens as the Yale Club of Minneapolis leads an anti-labor march in which 2 strikers are killed. La situation dégénère devant les usines de General Motors. Le groupe refuse en effet de reconnaître comme négociateur un syndicat issu de la Fédération américaine du travail, la plus grande centrale du pays. Alfred Sloan, imité par les autres industriels, ne veut traiter qu'avec des syndicats maison, beaucoup plus dociles. Et les industriels dénoncent désormais rageusement l'étiquetage des produits avec l'aigle bleu de la NRA. Membres de la NRA, nous faisons notre part. Sous prétexte d'informer les consommateurs du bon comportement des entreprises, cet étiquetage est pour eux une obligation déguisée de se soumettre aux diktats des syndicats. Ils suspectent le New Deal d'outrepasser le cadre légitime d'une intervention d'urgence. Et Roosevelt de vouloir en réalité contrôler durablement le capitalisme américain. Et ça, ce n'est plus du progressisme. C'est du socialisme. Ogden Mills, ancien secrétaire au Trésor, a déclaré devant des élus républicains que le New Deal dissimule une vaste entreprise de planification de l'économie, de soumission de l'industrie à l'État et de mise au pas du peuple américain. Le New Deal mène à la tyrannie, a-t-il conclu. New York Times, 20 mai 1934. Création de la Liberty League pour surveiller le New Deal. New York Times, 23 août 1934. La Liberty League rassemble 36 000 businessmen décidés à résister au New Deal. Cette organisation est immédiatement surnommée par la Maison-Blanche le syndicat des millionnaires. Elle est financée par la fine fleur du business américain, notamment par l'industriel Pierre Dupont, poursuivi pour fraude fiscale et qui se dit persécuté par Roosevelt. Et Alfred Sloan, qui après avoir retiré son soutien au président, lui donne une leçon d'économie. Of improvement may be accelerated or retarded by injecting into the picture abnormal influences. C'est-à-dire l'État et les syndicats. But the general trend will not be affected for the reason that an industrial recovery, like an industrial depression, is, in the practical sense of the word, an irresistible force. Pour Sloan, le New Deal est en train de retarder la reprise économique en violant les lois naturelles du marché. En plus d'être une aberration, c'est une machination liberticide. Les membres de la Liberty League multiplient les pamphlets et les émissions de radio pour dénoncer le danger, selon eux, mortel, qu'encourt la liberté en Amérique. Roosevelt réplique en affirmant qu'il n'y a pas de liberté lorsque les gens meurent de faim et que le seul vrai défenseur de la liberté, c'est lui. C'est ainsi que les partisans du New Deal se dénomment désormais entre eux les libéraux et que le libéralisme devient aux États-Unis synonyme de régulation du capitalisme. Tous ceux qui défendent la liberté absolue de s'enrichir comme la valeur cardinale de l'Amérique deviennent les conservateurs. In one of the most important decisions of the decade, the Supreme Court of the United States has unanimously ruled that the NRA Act and all of its codes are void. L'annulation par la Cour suprême de la pierre angulaire du New Deal marque le début de l'affrontement entre libéraux et conservateurs pour définir ce que doit être le capitalisme en Amérique. Et les conservateurs viennent de marquer le premier point. I propose to discuss with you the cost of the New Deal.
Le New Deal coûte très cher et le secrétaire au Trésor, Henry Morgenthau, a désespérément besoin de trouver de l'argent. Mais il est coincé par le droit fiscal. Seuls 5% des Américains les plus riches sont en effet redevables de l'impôt sur le revenu. Et étendre cet impôt à tous les Américains est un tabou infranchissable. Sock the rich, littéralement faire casquer les riches, devient donc le nouvel objectif de la Maison-Blanche. Et Roosevelt, qui dispose d'une majorité écrasante au Congrès, peut facilement augmenter leur impôt, dont le taux supérieur passe de 25 à 79%. Un point pour les libéraux, qui vont marquer coup sur coup 2 nouveaux points. Le 6 juillet 1935, Roosevelt promulgue le Wagner Act, qui rend obligatoire les négociations entre les industriels et des syndicats librement choisis par les employés. Le 14 août 1935, il instaure la toute première sécurité sociale américaine, financée en partie par les employeurs. The next step. Within a reasonable time, you will receive a card from the Social Security Board. This card certifies that an account number has been opened for you and shows the number of this account. Pour les industriels, l'instauration de la sécurité sociale est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La plupart d'entre eux octroient depuis longtemps certains avantages à leurs employés pour s'assurer de la paix sociale et fidéliser les meilleurs d'entre eux. Ce qui leur est intolérable est que le gouvernement se mêle de leurs affaires en rendant ces avantages disproportionnés, obligatoires et sans distinction de mérite. Ils s'alarment de la diffusion rampante des idées communistes dans le camp libéral et sont même persuadés que l'artiste le plus aimé des Américains est un agent de Moscou. Au cours de l'année 1936, l'économie marque des signes encourageants de reprise. Et les Américains se mettent à espérer que le plus dur de la dépression est derrière eux. En cette année électorale, les conservateurs vont se déchaîner pour empêcher la réélection de Roosevelt. New agencies, new departments, new bureaus, more and more job holders to run these agencies. The number of civil employees of the federal government has increased by almost 400,000, and many of them receiving salaries far above that paid to the average man and woman in this country. You are taxed to pay the salaries of men like this bureaucrat, symbolic of the mailed fists of centralized bureaucracy that knocks at democracy's doors. We forget that the waste of this administration is waste of the people's money, our money. Pour battre Roosevelt, le Parti républicain a sélectionné le gouverneur du Kansas, Al London, un candidat dont le manque de charisme inquiète les industriels. New York Times, 10 septembre 1936. Un groupe d'hommes fortunés conduits par les frères Dupont, les Rockefeller, JP Morgan et Alfred Sloan finance généreusement la campagne du sénateur London. Employant une méthode qui leur a toujours réussi, les grands industriels prennent les choses en main en organisant les meetings du candidat républicain
et en déversant une pluie de dollars. Interrogé sur ce soutien massif, Alfred Sloan esquive. General Motors ne fait pas de politique. Quant à moi, je ne vous dirai même pas pour qui je vais voter, même si vous pouvez facilement le deviner. La plus grande victoire de l'histoire. Roosevelt est réélu avec la plus large majorité populaire depuis la création des États-Unis. Il triomphe avec 11 millions de voix d'avance et obtient 523 grands électeurs sur 531. New York Times, 5 novembre 1936. Et les industriels ne sont pas au bout de leur déconvenue. Ce raz-de-marée en faveur de Roosevelt persuade les syndicats que le moment est venu de tordre le bras d'Alfred Sloan, dont ils ont identifié le point faible. L'usine Chevrolet de Flint, Michigan, où sont concentrées les matrices qui pressent en série toutes les carrosseries du groupe General Motors. Les syndicalistes parviennent à investir l'usine et à s'y barricader. Ils stoppent ainsi toute la production des 40 usines du groupe. Alfred Sloan refuse de traiter avec des dictateurs du travail. Le chef d'entreprise déclare que General Motors ne cédera jamais au chantage syndical. New York Times, 5 janvier 1937. Les pertes quotidiennes pour General Motors se chiffrent en millions de dollars. De peur d'endommager les précieuses matrices, des pièces uniques et irremplaçables, Alfred Sloan a interdit toute intervention brutale pour déloger les occupants. Dès lors, ils n'ont plus qu'à patienter. Et au bout de 44 jours d'occupation, Sloan est obligé de céder et reconnaît l'Union des travailleurs de l'automobile comme interlocuteur unique de General Motors. Envoyée par Roosevelt pour chapeauter l'accord, la secrétaire au travail, Frances Perkins, félicite Sloan d'avoir enfin cessé, dit-elle, de se comporter en adolescent névrosé. « Comment osez-vous me parler ainsi ?» lui répond-il. « Je représente 70 millions de dollars. Vous n'êtes rien. » Après la capitulation de Sloan, ce n'est plus qu'une question de semaines avant que le reste des industriels cède à leur tour. Les élites industrielles réalisent à quel point le contrôle de ce pays leur a complètement échappé. La Liberty League a été un fiasco et le Parti républicain, ridiculisé par la dernière élection, ne leur est plus d'aucune utilité. Et puisque ce sont désormais les syndicats qui font la loi en Amérique, ils décident de mobiliser eux aussi leurs propres syndicats, qui regroupent les 5000 plus gros industriels du pays, l'Association nationale des industriels, la NAM. Et la NAM, qui n'avait depuis sa création jamais exprimé la moindre opinion politique, fixe au nom de toute l'industrie des lignes rouges à l'administration Roosevelt. The private enterprise and the preservation of the American system are dependent on 4 primary policies, namely, 1, the maintenance of constitutional guarantees, 2, the preservation of freedom of enterprise, 3, the seeking of security through economic progress, 4, the maintenance of sound tax and financial policies. La NAM va inonder le pays d'une campagne publicitaire qui replace le capitalisme au cœur de la démocratie américaine. Ça, c'est la méthode américaine. Liberté religieuse et d'expression, opportunité, entreprise privée, démocratie représentative. Je suis heureux, je suis américain. Une démocratie représentative, libre entreprise et opportunité, liberté civile et religieuse. Vendre le capitalisme, c'est comme vendre n'importe quel produit. Le plus haut niveau de vie du monde. Il n'y a rien de tel que la méthode américaine. C'est vendre un rêve.
les plus hauts salaires du monde. Il n'y a rien de tel que la méthode américaine. Et le marteler. Le temps de travail le plus court du monde. Il n'y a rien de tel que la méthode américaine. Sans jamais attaquer frontalement le New Deal, l'ANAM organise la contre-propagande la plus efficace depuis que Roosevelt est arrivé au pouvoir. L'association produit aussi quantité de films pour rappeler que l'état d'esprit d'entreprise a toujours été le fondement de l'Amérique. You are descendants of pioneers, but you are also pioneers. Opportunities still rise from every smokestack, every test tube, every laboratory, every workshop in the land. You have come a long way from the drudgery of the blacksmith shop and the hand labor of that day. But your journey forward has just started because this is America. Where do we go from here? Straight ahead and don't spare the horses. Horses, your grandfather. There aren't any more horses. My grandfather. I wonder what our grandparents would say if they could see the world as it is now. Great work, kids. Carry on. Carry on what? The heritage they handed us. Freedom. Individual initiative. Opportunity. Let's go, America! Les hausses d'impôts ne font pas rentrer assez d'argent. Roosevelt doit brutalement réduire les dépenses du New Deal. La dépression économique foudroie à nouveau l'Amérique. Des millions d'Américains replongent dans la misère. La Maison-Blanche accuse les gros industriels de délibérément torpiller le New Deal en menant une grève des investissements. Tandis que les industriels affirment que Roosevelt est un apprenti sorcier entouré d'incompétents. Mademoiselle Ethel Dupont a épousé Franklin Roosevelt Jr. en présence de la famille présidentielle et de la famille Dupont. New York Times, 24 mai 1937. Roosevelt reste un homme de son milieu et enterre la hache de guerre avec les Dupont, le temps de célébrer cette union entre le fils aîné du politicien le plus puissant d'Amérique et l'une des héritières les plus riches. Roosevelt dispose d'une légitimité populaire écrasante. Il contrôle tous les leviers de la démocratie américaine, mais reste impuissant contre sa propre classe sociale, qui, elle, contrôle tous les leviers de l'économie. New York Times, 30 juin 1937. Âgé de 97 ans, Rockefeller vient de mourir. Créateur de la gigantesque Standard Oil et autrefois surnommé l'homme le plus riche du monde, M. Rockefeller a gagné le droit de se faire appeler le plus grand philanthrope du monde. Homme d'affaires impitoyable et violent, Rockefeller est considéré comme une icône par les plus riches, pour avoir si bien su en son époque bénie profiter de l'absence de loi. Puis, pour avoir imposé à l'État fédéral ses propres volontés en exonérant d'impôts toutes les dépenses philanthropiques au plus grand bénéfice de la upper class américaine. L'index de la philanthropie en hausse. Un record de 148 millions de dollars de dons en 1937. New York Times, 31 décembre 1937. En augmentant l'impôt sur le revenu des riches, l'administration Roosevelt ne fait qu'alimenter leur niche fiscale favorite, sans faire rentrer $1 de plus dans les caisses de l'État fédéral. Les riches ne casqueront pas.
Oh, Ellen, darling, we're all so proud of you. This is a great day for me, having my daughter graduate an honor student. Oh, Daddy. Oh, Ellen, just a moment. Look over here. Oh. Well, how do you like it? You don't mean, Daddy, that it's really mine. It's all yours, and here are the keys. Oh, Daddy. All right. Come on, girls, let's go for a ride. Here, Mother. Oh, a new Ford. And what a lovely color. And such a roomy seat. 10 ans après le krach boursier, l'économie n'a toujours pas retrouvé son niveau de 1929. Et seule une infime minorité d'Américains peuvent s'offrir la nouvelle Ford. En mai 1940, le secrétaire au Trésor, Henry Morgenthau, dresse le constat de l'échec du New Deal. Je veux voir ce pays prospérer. Je veux que les gens aient du travail. Nous avons tout essayé et ça ne marche pas. La vérité est que dans ce pays, nous n'avons jamais su taxer les gens comme ils devraient l'être. Je ne paye pas ce que je devrais payer. Les gens de ma classe sociale ne payent pas ce qu'ils devraient payer. Le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise attaque par surprise la base américaine de Pearl Harbor. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Trois jours plus tard, l'Allemagne nazie déclare à son tour la guerre aux États-Unis. Et voici les Américains engagés dans la Seconde Guerre mondiale, sur un front qui va s'étendre du Pacifique à l'Europe. Un défi humain, matériel et logistique que l'économie américaine est en l'état incapable de financer. Il est alors décidé, dans un consensus historique, de généraliser pour la première fois l'impôt sur le revenu à l'ensemble de la population américaine. Désormais, 133 millions d'Américains doivent payer cet impôt en fonction de leurs moyens. De 19% pour les plus modestes à 88% pour les plus riches. Cette révolution fiscale, approuvée par tous comme un devoir patriotique, va permettre de financer l'armement de l'Amérique pendant toute la guerre. L'organisation de la production de guerre est confiée à Donald Nelson, un homme d'affaires froid et méthodique qui vient de la grande distribution. Our hardest battle trials are still to come. When they come, our armies must advance behind an avalanche of steel. Biggest conversion task confronts the automotive industry. Even while they're replacing machinery which only 2 months ago was assembling automobiles, other workmen turn out tanks, guns, airplanes. 750 leading manufacturers of automobiles and parts are pledged to help keep war production in high gear. It's the biggest industrial program in the world, the productive might of a nation unified for freedom's battle. En 8 semaines, l'intégralité des industries civiles est convertie en industrie de guerre. Les superprofits qui ont entaché la Première Guerre mondiale sont strictement interdits. Chaque contrat militaire prévoit un taux de profit minime et standardisé, et des contrôleurs fédéraux vont conduire une chasse impitoyable aux fraudeurs.
s'exposent à des amendes colossales et une nationalisation immédiate. Les usines vont tourner jour et nuit, 7 jours sur 7. Pourtant, cela ne suffit pas. Toute la capacité de production américaine ne permet de couvrir qu'un quart des commandes militaires. C'est le gouvernement fédéral qui va financer la construction de centaines de nouvelles usines qui seront confiées aux industriels pour assurer les 3/4 de la production de guerre. Au cours de l'année 1943, le budget de la défense représente 90% du produit intérieur brut américain. Et sortent des usines, 26 000 chars, 400 000 camions, 85 000 avions. Même les porte-avions sont produits en série. La baie de San Francisco devient le plus grand chantier naval du monde. Et ses 300 000 ouvriers produisent un porte-avions tous les 5 jours. Le chômage a disparu. Tous les Américains touchent désormais un salaire décent et mangent à leur faim. We're the dollars of the nation of parade. We're the biggest batch of dollars ever made. Oh, we used to march by millions, but now we march by billions, and maybe we'll be trillions for your dead. We're the dollars of the nation of parade. We're the money all of you are getting paid. In the fiscal year before us, there'll be 194 billion more of us dollars of the nation marching on. Hooray! Yes, America's national income gets bigger and bigger. In 1943, it was $142 billion. That was double the 1939 figure, triple the figure for 1933. L'entrée dans la Seconde Guerre mondiale a entraîné l'Amérique dans la plus belle relance économique de tous les temps. We're going to pay taxes. We're about 15% of the total. We're what people normally save. Put into life insurance, savings accounts and the like. Hey, wait a minute. Where do you think you're all going? Where do you think? We're going to get spent. What else is money for? La propagande du gouvernement n'en a que pour le patriotisme des travailleurs. Et particulièrement des travailleuses américaines, qui fournissent un effort considérable. On peut le faire. Mais les industriels s'agacent que le gouvernement ne fasse jamais référence à leur propre patriotisme. Ils constatent aussi avec anxiété que les effectifs syndicaux sont passés depuis le début de la guerre de 5 à 14 millions d'adhérents. À ce rythme-là, les patrons ne seront plus maîtres chez eux une fois la paix revenue. Et au beau milieu de cette machinerie tentaculaire qu'est devenue la production de guerre, une autre perspective les angoisse encore plus. Aucune économie au monde n'est en effet plus efficacement financée, planifiée, administrée et pilotée par l'État fédéral que l'économie de guerre américaine. Noyée sous les dépenses publiques, l'industrie privée a complètement perdu les commandes de l'économie et pourrait très bien ne jamais les retrouver. Selon un sondage réalisé en 1943 par le magazine Forbes, 3/4 des patrons sont persuadés que le gouvernement profite du conflit pour créer un vaste secteur industriel public. Si après la guerre, le gouvernement décide de concurrencer l'industrie privée, s'alarme Alfred Sloan. Nous sommes finis. Pour l'éviter, ils doivent absolument reconquérir le cœur du peuple américain et le rallier à la cause du secteur privé. Cette guerre est une opportunité historique, déclare Charles Wilson, le patron de General Electric. Et maintenant, glorifions la libre entreprise autant que nous le pouvons.
We are American industry. We are in the Navy too. They asked us to perform miracles, and that's what we've done. Miracle est le terme qui revient le plus souvent dans la propagande foisonnante des grands industriels, en omettant systématiquement de préciser que le dit miracle est financé à 100% par les impôts des Américains. Et l'avantage du miracle, c'est qu'il ne s'explique pas. Il suffit de s'en émerveiller. Such a task was a challenge to the men who over the years had been spurred on by our competitive American system of incentive and initiative to invent, to build, to achieve, to compete in producing better products. These and many other Chrysler Corporation activities are examples of how the wheels of the automobile industry, symbolic of all private competitive enterprise, turn together in unison to supply the nation's requirements. Behind locked doors in almost 100 General Motors plants throughout the country lie thousands of secrets. Le sénateur du Missouri, Harry Truman, est furieux de cette appropriation indécente de l'effort collectif des Américains. New Dealer inconditionnel, il est l'une des bêtes noires des industriels depuis qu'il conduit une chasse impitoyable aux profits illégaux. Mais au cours de l'année 1944, il se retrouve assailli de courriers d'électeurs exigeant qu'il cesse de harceler les industriels. Truman réalise à quel point leur matraquage publicitaire a retourné l'opinion. Désormais persuadé que le système de libre entreprise sauve à lui seul la démocratie. Il est alors appelé à de plus hautes fonctions par le président, qui se fait de nouveau facilement réélire en novembre 1944. Et Truman se retrouve vice-président d'un Roosevelt accaparé par la guerre et qui se contrefiche des manigances des gros industriels. New York Times, 13 avril 1945. Le président Roosevelt est mort. Aimé par des millions de personnes, détesté, admiré, craint et méprisé par d'innombrables adversaires, il a fait plus que quiconque pour façonner l'avenir de la nation qu'il dirigeait et du monde dans lequel il vivait. L'Allemagne nazie va capituler dans quelques jours, mais la victoire contre le Japon n'est pas prévue au mieux avant fin 1946. Juste après sa prestation de serment, Harry Truman apprendra que l'Amérique est en passe de fabriquer secrètement la première bombe atomique de l'histoire. Un défi technologique lancé dès le début de la guerre et qui implique certains des plus gros industriels du pays. At Oak Ridge, Tennessee, at Hanford, Washington, mammoth plants were built for the production of fissionable materials and atomic bombs. Le site de Hanford, confié à DuPont, produit du plutonium pour fabriquer un premier type de bombe, Fat Man. Soucieux de ne pas ruiner à nouveau leur image de marque, les trois frères font stipuler dans le contrat d'un montant faramineux que leur société renonce à tout bénéfice dans l'opération. À Oak Ridge, deux sites de production, l'un confié à Union Carbide et l'autre à Kodak, produisent l'uranium enrichi pour fabriquer Little Boy, un second type de bombe. En quelques mois, une ville a été construite pour accueillir les scientifiques et les personnels civils et militaires, ainsi que leurs familles. Un site qui va fonctionner en autarcie avec ses propres écoles, cinémas et centres commerciaux. L'État fédéral a ouvert des crédits secrets et illimités. En plus de Union Carbide, Kodak et DuPont, le projet mobilise 900 sociétés privées de toute taille. Plus qu'une coopération, il s'agit d'une véritable symbiose orchestrée par l'État fédéral entre les scientifiques, les militaires et les industriels.
Une combinaison sans précédent qui va rendre possible toutes les innovations technologiques en un temps record. Le 6 août 1945, une bombe de type Little Boy rase la ville de Hiroshima, tuant instantanément 70 000 personnes. Des dizaines de milliers d'autres vont mourir de leurs blessures et des radiations. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. Bien peu d'Américains réalisent la portée terrifiante de l'événement. Ils sont avant tout soulagés de savoir que la guerre sera bientôt terminée. Quant aux industriels, ils viennent de toucher du doigt le potentiel redoutable d'une collaboration étroite entre l'État fédéral et le secteur privé. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. 3 jours plus tard, une bombe de type Fat Man détruit Nagasaki. Le Japon annonce sa reddition, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Toute la population a l'impression d'avoir surmonté une épreuve collective exaltante et que plus rien ne sera comme avant. Dans une poussée d'énergie contagieuse et débordante d'optimisme, les Américains ont le sentiment d'avoir appris à maîtriser leur destin. Mais pour les industriels, la fin des hostilités n'avait pas été planifiée si tôt, et ils sont pris de court par l'interruption brutale des commandes militaires. Afin de financer leur reconversion, ils vont obtenir du gouvernement que toutes les commandes annulées soient généreusement indemnisées. Quant aux centaines d'usines détenues par l'État fédéral, elles ont tout bonnement été données aux 40 plus gros industriels qui se les sont partagés. À ce compte-là, augmenter régulièrement les salaires et payer 50% de taxes sur les profits sont devenus des concessions très supportables. À la fin des années 1940, l'Amérique produit à elle seule la moitié de la richesse mondiale. Devenu une machine de plus en plus puissante, l'État fédéral ouvre les marchés étrangers, garantit la stabilité de l'économie et passe chaque année des milliards de dollars de commandes publiques aux entreprises privées. Le gâteau est devenu si gigantesque que le taux supérieur d'impôt sur le revenu, qui a encore augmenté pour atteindre 91%, n'est vraiment pas cher payé. L'élite industrielle a perdu son pouvoir absolu et le temps de son hyper-richesse est révolu. Mais les conservateurs n'ont pas dit leur dernier mot.